Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de rentrée de Carnet de vol. Et pour bien attaquer la saison, nous sommes au pied d'un village dont le nom paraît taillé sur mesure pour notre émission. Il est là sur son piton rocheux entre ciel et terre, entre voûte étoilée et plancher des vaches, bref, aérien comme Carnet de vol. Et ce village, c'est Cordes-sur-Ciel dans le Tarn. Alors si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le festival aéronautique de la commune accueille un homme qui connaît très bien le ciel et pour cause, il y a vécu 6 mois. Vous l'avez peut-être déjà reconnu, il s'agit de Thomas Pesquet. Notre astronaute sera avec nous dans un instant pour un long entretien. Mais tout d'abord, premier générique de la saison de Carnet de vol. Nous le connaissons depuis longtemps maintenant, mais cette fois-ci, c'est en véritable star des étoiles qu'il vient nous rejoindre. Thomas Pesquet a conquis la France lors de son séjour spatial. 6 mois en apesanteur, dont il va nous dévoiler les coulisses, les grands moments et les petites frayeurs. Un sacré paquet de garde du corps, hein, Thomas. Alors attention, le premier qui m'approche. Ça va, Thomas? Ouais, super, super. Tranquille. Et toi? Ça s'est bien passé? Bah, très bien, très bien, très bien. Ouais, c'était cool. Thomas est sur moi? Salut Thomas, et merci d'accorder encore une fois un petit peu de temps aux téléspectateurs de Carnet de vol. Alors, on est dans le ciel, ou presque, hein, puisqu'on est sur les remparts de Cordes-sur-Ciel. D'ailleurs, c'est pas un peu trop haut, t'as pas le vertige? Bah écoute, si ça me rappelle quelques vues quand je regardais vers la Terre depuis la station spatiale, mais ça va, je me suis habitué. Alors en tout cas, on est dans un environnement magnifique, hein, le village médiéval, les collines tarnaises que l'on devine un peu dans la nuit. Le petit vent frais, les odeurs des plantes chauffées par le soleil. Bon, je ne suis pas devenu romantique, c'est juste que toutes ces petites choses qui font les spécificités et aussi le charme de la vie sur Terre, est-ce qu'elles t'ont pas manqué quand on est 6 mois dans la Station spatiale internationale, un environnement aseptisé? Si, elles m'ont manqué, elles m'ont manqué. C'était vraiment, mes proches m'ont manqué beaucoup, mais c'était en deuxième, je dirais, c'était la nature, un peu la liberté de se promener, et puis toutes ces sensations que tu décris très bien. C'est un gros bateau, la station spatiale, c'est comme ça qu'il faut le voir, très technique, des tuyaux partout, des ventilateurs, des équipements électroniques, et il n'y a pas tellement de place pour la nature, donc en rentrant sur Terre, une des premières choses que j'ai ressenties quand les gens ont ouvert la capsule et m'ont sorti de la capsule, c'était ça, c'était le vent, les odeurs, les couleurs, comme une télé avec le contraste un peu augmenté. Et puis toutes ces choses que je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là qu'elles m'avaient manqué pendant 6 mois. Et tu as eu le temps de refaire le plein, j'ai envie de dire, de nature, d'environnement comme ça? Depuis l'atterrissage, pas trop, tu sais, parce que la mission s'est pas arrêtée. Hein, tu sais, quand on est revenu sur Terre, les gens pensent que ça y est, c'est fini, mais non, ça continue. Ça fait quelques semaines maintenant que tous les jours, je travaille soit sur des expériences scientifiques, parce que les scientifiques ont besoin de données aussi après le vol, retour sur Terre, notamment sur mon corps. Hein. Tu sais, on est le cobaye de certaines expériences en médecine, en physiologie. On fait beaucoup de débriefing, on parle de ce qui s'est bien passé, ce qui est un peu moins bien passé pour faire mieux la prochaine fois. Et puis pas mal d'activités médicales, ne serait-ce que pour moi, me remettre en forme. Donc ça m'a bien occupé ces dernières semaines. Alors justement, on va reparler de ton présent et de ton futur dans un instant, mais tout d'abord revenons sur ton vol spatial. Une question qui peut paraître anodine, mais qui, à ma connaissance des autres astronautes, ne l'est pas forcément. Est-ce que c'est le même homme qui est parti que celui qui est revenu et que j'ai là aujourd'hui devant moi? Écoute, physiquement, on va commencer par les choses simples. Physiquement, quasiment, oui, j'ai pas de séquelles de ce vol, j'ai pas de blessures, de perte de vision, des choses comme ça. Ça peut arriver, mais moi, j'en ai pas eu. J'ai pas encore complètement récupéré en termes de forme physique, notamment l'endurance. Hein, je le vois quand je cours sur le tapis roulant, j'ai les pulsations cardiaques un peu plus élevées. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ça va revenir tranquillement en place. On y travaille. Voilà, donc physiquement, on va dire à 99,9%, oui. Après, dans la tête, non, pas tout à fait. Tu sais, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai parlé beaucoup d'environnement pendant ma mission. C'est parce que, quelque part, ça m'a choqué. Tu sais, un peu la fragilité de la Terre vue de l'espace, les effets un peu, malheureusement, néfastes des activités humaines qu'on peut voir. Hein. C'est pas juste des choses qu'on lit dans les journaux. Moi, je pouvais voir avec mes yeux ce qui se passait et puis le ressentir. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, ça m'a donné une conscience environnementale que j'avais déjà un petit peu avant, mais un peu plus aiguë, on va dire. Et puis aussi, tu sais, quelque part, le
fait de réaliser son rêve, et un rêve aussi énorme que ça, on se dit que tout est possible, on se sent un peu pousser des ailes. Ça ouvre des perspectives finalement. Oui, ça ouvre des perspectives, mais moi ça m'a renforcé dans l'idée que tout ça, ça se faisait en coopération. Tu sais, j'ai vu à quel point c'est difficile quand même d'envoyer des gens dans l'espace, il faut que plusieurs nations se mettent ensemble, et puis ça m'a vraiment renforcé dans l'idée que pour faire des choses grandes, il faut s'y mettre à plusieurs. Alors justement, on va essayer de prouver que tu as peut-être changé. Je vais te confier cette tablette et sur laquelle il y a des extraits de l'interview que tu nous avais accordé juste avant ton départ. Et puis on va les écouter, puis on va voir si tu penses à peu près la même chose ou si ta vision a changé. Je te propose de commencer par le Soyouz. D'accord. Donc tu appuies, voilà. Tu lances, lecture. Sinon, c'est 2 jours. Sinon, c'est 2 jours. 2 jours dans le Soyouz. 2 jours dans le Soyouz, ouais. Ça, là, je pense plutôt au sous-marinier, parce que c'est dans un tout petit volume. C'est petit quand même. C'est dans un tout petit volume. En plus, il est stabilisé en tournant, donc même si on regarde par la fenêtre, ça tourne. On n'a pas de livre ou d'iPad, donc ça, apparemment, il faut avoir de la patience. Il faut se préparer à ça. Alors justement, 2 jours dans le Soyouz, c'est le format long. Comment ça s'est passé dans cette petite boule? Eh bien, écoute, ça s'est passé très bien, figure-toi. Effectivement, je te confirme qu'on n'avait pas de livre. La chance qu'on a eue, c'est qu'on avait notre iPod Nano qu'on utilise quand on court sur le tapis roulant, il montait avec nous dans le Soyouz avec nos affaires de sport et il était sur le dessus de la pile, qu'on a pu avoir accès à ça, et au moins j'ai pu écouter de la musique, du moins jusqu'à ce que les batteries s'arrêtent, parce que dans le Soyouz on ne peut pas recharger des choses comme ça. 48 heures, c'est long quand même, non? 48 heures, c'est long. Alors on pouvait regarder, moi je ne savais pas si j'allais pouvoir regarder par la fenêtre parce que c'est stabilisé comme une toupie en tournant autour de son axe, et du coup quand tu regardes dehors, tu sais, ça tourne. En voiture, tu sais bien que les virages, quand tu es en train de faire autre chose, c'est pas génial. Mais finalement, ça se passait bien. Moi, j'étais pas malade, donc j'ai beaucoup regardé la Terre, même si c'était par un petit hublot comme ça. Et puis, on a pas mal dormi aussi. Après le lancement, je crois que j'ai dormi 9h30 de suite. Ouais. Ah, bien. Et la nuit d'après, j'ai dormi presque 9 heures. Donc, tu vois, on a fait 2 grosses bonnes nuits. Et on est arrivé dans la station spatiale. Moi, j'étais en super forme. Donc, au final, tu vois, le rendez-vous en 2 jours, je me disais que c'était vraiment pas terrible. Mais j'en suis un peu revenu et puis je l'ai bien vécu, tu vois. Et justement, c'est arrivé, on l'a vu à la télé, avec le message, ta maman qui te parle et tout ça. Il n'y a quand même pas eu un moment d'émotion que tu t'es dit, je vais quand même pas craquer dans la station spatiale internationale, ou finalement tu gérais bien le truc? Non, mais écoute, moi j'étais tellement content. T'imagines que tu vois la station, tu la vois en vrai. Tu sais, c'est très virtuel tout ça. Tu t'entraînes au simulateur, tu la vois sur des écrans à la télé, mais tu la vois jamais en vrai. C'est un peu bizarre, tu sais. Dans l'aviation, les avions, tu les vois, tu peux les toucher. Dans la station spatiale, tu peux pas. Et quand tu la vois vraiment en vrai, avec tes yeux, que tu arrives, que tu ouvres, que tu flottes, tu vois les gars qui y sont depuis quelques semaines ou quelques mois et qui tu t'es entraîné. Et puis tu reconnais tout, et c'était vraiment tellement super que moi de toute façon j'avais la banane, j'étais vraiment super content. T'étais plus dans le positif que dans l'émotion d'avoir accédé à ça. Non, j'étais super content, et j'étais content de parler à mes parents, ça me faisait vraiment rire de les avoir qui parlent à la station spatiale, je trouvais ça super. Et du coup, il y avait une émotion, mais c'était vraiment que du positif. Allez, sortie extravéhiculaire, je pense qu'on va monter crescendo là. On est dans son mini vaisseau spatial. On a une mince couche de plexiglas entre le rien total, le vide, le froid et puis la vie. Donc c'est vraiment, je pense, la meilleure expérience en termes de voler qu'on puisse avoir, parce que là, ça y est, on vole tout seul, soi-même, dans son mini vaisseau au-dessus de la Terre. On voit la Terre défiler en dessous à 450 km sous les semelles. C'est des super sensations. Alors, super sensation. Là, c'était avant que tu partes. Est-ce que c'est mieux que ton imagination? Alors oui, mais aussi, tu vois, là je voyais vraiment le positif, mais tu te fais un peu peur aussi parfois en sortie extravéhiculaire. Il faut faire vraiment attention. Moi, j'étais super concentré de ne pas lâcher mes outils, des choses comme ça. Donc les sensations, effectivement, moi je l'ai vécu. J'étais sur une plateforme, tu vois. T'imagines, on étendrait une plateforme de 1,50 m à peu près, et là tu montes debout là-dessus, un peu comme le supplice de la planche des pirates, tu vois. Et moi j'étais là, sauf qu'en dessous il y avait la station un petit peu, et puis en dessous 450 km de vide. Donc vraiment défiler sous les semelles, c'était pas une blague. Je le voyais vraiment, et ça défile vite. Donc ça, c'était bien. Mais il y avait, c'est aussi les moments où j'étais le plus concentré, parce que je voulais pas perdre mes outils, je voulais pas faire d'erreurs. Et je sais qu'à certains moments de la sortie extravéhiculaire, je devais avoir le cœur qui montait pas mal dans les tours. Oui. Peur un petit peu ou pas vraiment? Alors peur, oui, à un moment j'ai eu peur parce que je pensais que j'avais perdu mon sac avec tous mes outils. Et donc je reviens à un endroit, et sur la procédure, tout est écrit, tu sais, tout est détaillé, vraiment dans les moindres détails. Et je devais le mettre sur un rail, et puis je me dis finalement c'est pas hyper pratique, je le mets sur un autre, je vais faire autre chose. Et Shane Kimbrough revient et me dit dans sa voix hyper calme, il dit « Thomas,
où est-ce que tu as mis ton sac avec tous les outils? Je dis, ben, il est là, là où il est supposé, là où il est censé être. Il me dit, non, il n'est pas là. Et donc là on commence, après je regarde, effectivement je le vois pas, je reviens, je le vois pas, et je cherche autour, je le voyais pas. C'est quoi le danger là si tu perds c'est qu'ils viennent percuter la station? Le premier danger, c'est déjà que c'est l'échec de la sortie extravéhiculaire. Tu vois, si tu n'as pas tes outils, si tu n'as pas tu vois, on emmène toujours ce dont on a besoin pour réaliser le boulot. Tu ne peux pas faire les choses à main nue, quoi. Donc ça veut dire que c'est une somme de boulot incroyable. Les gens qui travaillent au sol, il y a des centaines de personnes qui passent des milliers d'heures pour que ça se passe bien. Et si toi tu gâches tout, c'est vraiment pas un bon feeling. Donc il y avait ça, et puis aussi, comme tu l'as dit très justement, tout ce qui se détache de la station spatiale, et cette petite vitesse initiale va l'emmener sur une autre orbite qui, si on n'a pas de chance, va peut-être s'accélérer et puis revenir peut-être percuter la station spatiale 2 ou 3 orbites plus tard, donc c'est même un danger pour tout le monde. Donc tu n'as pas bon feeling. Bon, finalement il était juste à côté, on l'a retrouvé, c'était bien. Tu as quand même eu quelques secondes à toi, j'ai envie de dire, pour justement te faire un peu peur, de voir la planète qui défile comme ça, un petit feeling sensation. À la fin, on avait fini un peu en avance, et du coup, on a fait des tâches un peu complémentaires, puis à la fin, vraiment, il n'y avait plus rien à faire. Donc Shane, il n'avait pas tout à fait fini ses tâches, moi j'avais fini, et donc ils m'ont dit, Thomas, tu as 10-15 minutes là, prends des photos. Et du coup, j'ai pris des photos. C'est là où j'ai fait les photos de mes pieds qui se promenaient au-dessus du vide. Et puis c'est là que j'en ai vraiment le plus profité, parce que tout le reste du temps, même quand je regardais un peu à la dérobade, je me reconcentrais tout de suite parce que j'avais du boulot et j'étais un peu coupable. Tu vois, je voulais pas. Je me disais, t'es pas là pour t'amuser, t'es là pour bosser. Et vraiment, juste à la fin, quand il n'y avait plus rien à faire, là, je me suis dit, non, mais attends, là maintenant, il faut faire un selfie de l'espace, des photos des pieds, etc. Parce que c'est des souvenirs. On a apprécié, nous, sur Terre. Séquence suivante, c'est atterrissage. Atterrissage. Alors, voilà ce que tu nous disais. Au final, on se pose avec l'atterrissage doux, comme disent les Russes, mais ce qui est l'équivalent d'un accident de voiture, on m'a dit. C'est comme être au feu rouge, avoir une voiture qui vous rentre dedans à 50 km/h par l'arrière. C'est à peu près ça, l'atterrissage doux. D'accord, ça promet. Alors, ça a promis. Alors, c'est pire. C'est pire que ça. Ouais, non, c'est vrai. Écoute, je me rappelle de ça, c'est ce qu'on m'avait dit, le petit accident à 50 km/h, c'est pire parce que tu touches assez fort. Et puis après, s'il y a du vent, essentiellement s'il y a du vent, la capsule, elle va rouler, tu vas être tracté, peut-être un peu tiré par le parachute, tu tournes. Donc c'est vraiment, l'histoire de l'accident de voiture, c'est vrai, mais par contre là, maintenant j'ai changé d'avis. Maintenant je dis, c'est un accident sur l'autoroute et tu fais des tonneaux. Ouais. C'est ça en fait l'équivalent. Donc tu vois, ça part dans tous les sens. Violent, voilà. Et il y avait d'ailleurs, on avait des GoPro dans la station, dans le Soyuz, pour surveiller techniquement le travail. J'ai pas vu le résultat, mais je pense que ça doit être un peu spectaculaire. Ouais. Et quand tu es sorti, nous à l'image, on t'a trouvé un petit peu fatigué. Est-ce que c'était vraiment le cas? C'est dur ce retour sur Terre? Hormis le choc bien sûr, mais la pesanteur? Ouais, c'est difficile. C'est difficile pour plein de raisons. Déjà parce que la rentrée atmosphérique, elle est musclée. Hein, donc t'as pas senti le poids de rien du tout dans ton corps pendant 6 mois. Et là, tout d'un coup, tu prends 4, 5G. Et puis pendant 7 minutes, tu vois. Donc c'est vraiment... c'est long. Tu respires, tu as du mal à respirer. Le cœur, il a pas eu à pomper. Tu vois, le sang, tout circule hyper bien parce que tu n'as pas à lutter contre la gravité. Et puis tout d'un coup, on lui demande de pomper contre 4, 5G. Donc c'est dur, quoi. Le rythme cardiaque monte à 200. Donc un peu difficile. Tu arrives, et puis là, tu fais l'expérience de la gravité, et c'est vraiment soit comme si tout était aimanté, en fait, ou soit comme si, moi, ce qui me parle encore plus, t'imagines, on t'attache un énorme élastique au poignet, et chaque fois que tu lèves la main, tu tires sur un énorme élastique, et après, tu as l'impression que ça retombe comme ça. Et c'est vraiment ce que c'est, la gravité. Je mettais ma tête sur le côté, et j'avais l'impression qu'elle allait tomber, parce que la tête, c'est quoi? C'est 4, 5 kilos, je sais pas, et que j'allais vraiment jamais réussir à la remettre droit, et ça, tu vois, ça faisait un petit peu peur. Et même comme on le disait tout à l'heure, même au début de parler, de soulever ma mâchoire et ma langue. Y compris de parler. Oui, j'avais la bouche pâteuse parce que j'avais pas eu à faire cet effort physique des muscles du visage depuis longtemps. Tu vois, un peu difficile. Et puis et après on se réhabitue, ça revient assez vite. La seule chose qui est difficile aussi, c'est l'équilibre en fait. L'oreille interne, tu sais, elle s'est habituée parce que sinon tu serais malade tout le temps en impesanteur. Et quand tu reviens au sol, tu n'es plus habitué, tu n'es plus adapté à la vie sur Terre. Donc il faut que ton oreille interne fasse l'adaptation inverse. Donc tu as un peu des vertiges, des accélérations bizarres. Donc parfois tu as l'impression que tu tombes à l'envers alors que non. C'est ça, c'est un peu étrange. Au début, on n'a pas le droit de marcher tout seul parce que les gens ont peur qu'on tombe. Bon. Dernière séquence, la Terre vue d'en haut. La Terre vue d'en haut.
y a cette espèce d'effet de recul qu'ont les astronautes quand ils reviennent au sol. Ils se disent, bah oui, la Terre c'est fragile, on le sait, on l'entend à la télé, etc. Mais nous on l'a vu pour de vrai. Et ça, c'est pas la même chose. Nous sur Terre, on a le nez sur la copie, on a du mal à voir. Les gars prennent un peu de recul et puis ils sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là. Alors, au-delà de l'aspect environnemental dont tu nous as déjà parlé, certains de tes prédécesseurs m'ont parlé d'une expérience quasi mystique, je mets les guillemets, mais se rendre compte que la Terre est si petite dans cet environnement, est-ce que ça aussi, ça t'a sauté aux yeux quand tu étais là-haut? Oui, ça saute aux yeux. En fait, on se sent vraiment tout petit, hein. Tu sais, ici, on n'a pas conscience. Ici, on est dans un environnement qui est à notre échelle, mais parce qu'on l'a construit comme ça, parce qu'on se l'est approprié, en fait. Si tu prends du recul, si tu vas dans l'espace, tu te rends compte de la démesure, quelque part, de la planète Terre. Et puis après, tu recules encore un petit peu. Tu te dis, mais malgré ces dimensions incroyables qui nous dépassent complètement, qu'on n'arrive pas à comprendre, ben, c'est rien qu'un minuscule petit grain de sable dans le reste de l'univers qui a des dimensions encore plus folles. Donc si vraiment tu te mets à la fenêtre de la cupola et que tu commences à réfléchir à ça, tu te sens vraiment minuscule. Bon, voilà pour ces séquences. On va revenir sur ton retour sur Terre. Est-ce que finalement, il n'y a pas le Space Blues ou le Earth Blues, j'ai envie de dire, quand on quitte l'espace et qu'on revient sur Terre, qu'on a eu un emploi du temps aussi chargé, à la pointe de la fusée, comme on disait à cette époque-là. Est-ce que finalement, quand on revient sur Terre, on n'est pas un petit peu démuni? Non, pas vraiment, parce que tu sais, ça a pas mal continué la mission, comme on le disait tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'activités au sol. C'était presque les mêmes activités, où il y a certaines, c'était même les mêmes, que je répétais au sol après les avoir fait dans la station. On regardait la différence. Donc tu vois, il y avait beaucoup de similitudes. Ceci étant dit, c'était un environnement différent. Ce qui est étrange, moi, je trouve, c'est que tu as été dans la station pendant 6 mois, donc c'est ton environnement, tu connais ça par cœur. C'est ta vie, tu sais, c'est ta maison, c'est ton travail, les gens avec qui tu travailles, c'est tes collègues, c'est ta famille. Donc, quelque part, il n'y a plus que ça qui existe, tu sais, tu vois que ça pendant 6 mois. Et le reste, la Terre, ça devient un peu virtuel. Tu as des souvenirs, tu parles aux gens au téléphone, mais c'est lointain. Et puis tout d'un coup, tu reviens sur Terre et tac, il faut tout inverser. La station spatiale devient virtuelle. Tu vois les gars avec qui tu étais 2 jours avant à la télé et tu les vois passer dans le ciel. Et puis, tu fais des choses complètement différentes avec des gens différents. Donc, cette espèce de retournement, il a été un peu étrange au bout d'un moment. 2-3 jours, je me disais, mais attends, mais j'y suis vraiment allé dans la station spatiale. Mais heureusement, j'avais pris plein de photos et du coup, maintenant, avec un peu plus de recul, un peu plus de temps, les souvenirs commencent à revenir et voilà, et j'en profite encore plus. Alors justement, tes photos, tes vidéos, ton nom, tu es devenu une véritable star en France. C'est ta première sortie publique ici à Cordes-sur-Ciel. Est-ce que cet engouement autour de ta personne, au-delà du fait que tu sois astronaute, cet engouement autour de toi, tu trouves ça important pour ton métier? Ça te fait un peu peur? Où est-ce que tu en es? Que les gens s'intéressent à la mission, on est bien d'accord, moi je trouve ça super, je trouve que c'est bien parce qu'encore une fois on fait ça pour eux, on est un service public hein, quelque part et donc on a une responsabilité de partager ça, d'expliquer et voilà. Donc ça c'est bien, ça intéresse les gens, si les gens comprennent ce qu'on fait dans la station, veulent en savoir plus, formidable. Je me dis que la mission elle est un peu réussie grâce à ça. Après le but c'était pas moi de mettre ma tête partout non plus, tu vois. Il se trouve que évidemment un Français il y en a un tous les 10 ans, donc là cette mission là on a vu ma tête tout le temps parce qu'il n'y avait pas d'autre choix si tu veux, enfin, mais la prochaine fois voilà, ce sera peut-être différent, on ne sait pas. Moi je gagne pas ma vie si les gens me connaissent, ça change rien pour moi quelque part. Je fais le même boulot, je retourne à l'agence spatiale, moi mon boulot c'est d'être performant techniquement si tu veux, donc c'est vrai qu'expliquer ça vient en plus, mais tu vois très bientôt il va falloir retourner au boulot et puis je vais disparaître, j'ai déjà un peu disparu des écrans et puis c'est très bien parce que comme ça moi ça me permet de faire mon boulot technique loin de l'agitation et puis voilà. Alors justement, on va parler un petit peu de ton présent aujourd'hui. Après, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup de débriefing. Une fois que la fin de la mission sera clôturée, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Est-ce qu'on va tout de suite te donner une autre mission spatiale ou une autre mission peut-être de recherche? Je ne sais pas comment ça se passe au sein du corps des astronautes. Ouais, c'est une super bonne question parce que les gens ne savent pas en général. Hein, tu sais, ils te voient quand tu es dans la station spatiale et puis après, pouf, tu disparais. Mais oui, alors cette mission, il va falloir la clôturer. Comme tu l'as dit, encore des activités scientifiques, médicales, beaucoup de débriefing. Hein, tu sais, il faut être sûr à 100% que tout marche quand on va dans l'espace. Donc on essaye constamment de s'améliorer. J'ai parlé à beaucoup de monde, à la NASA, à l'ESA, nos collègues russes, j'y vais la semaine prochaine. Donc il va falloir clôturer tout ça. Tout ce processus-là, il va s'arrêter à la fin de la semaine prochaine. Ensuite, le futur proche, ce sera, je vais prendre un petit peu de vacances, tu sais. Ah, quand même. Il y a beaucoup d'endroits que j'ai vus depuis la station spatiale qui sont magnifiques, que tu maintenant voudrais découvrir, j'aimerais bien vraiment. les voir en vrai, voilà.
Et puis après ça, écoute, il va y avoir une période où on va me laisser un peu me reposer, je pense pendant un mois ou deux, peut-être avoir l'occasion de faire des apparitions pour parler de la mission, parce que ça sert à ça aussi, les astronautes. Et après ça, il faut se remettre au boulot. Donc, soit on voit qu'il y a une mission qui va arriver assez rapidement, si j'ai de la chance, tu sais, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de beaucoup de choses. Si j'ai de la chance, l'entraînement va recommencer dans quelques années, dans quelques mois ou une année ou deux, donc il n'y aura pas beaucoup de break. Si on voit que ça prend un peu plus de temps, il va falloir trouver quelque chose à faire au sein de l'ESA. Il y a énormément de projets où on peut utiliser l'expertise technique. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés là-haut, donc après tu peux revenir dans les projets et dire non, attendez, c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est comme ça que les gens l'utilisent pour de vrai, et ton opinion, je pense, a une valeur ajoutée. Donc si je vois qu'il faut attendre un peu avant de retourner dans l'espace, au sein de l'Agence spatiale européenne, on va trouver beaucoup de choses à faire. Qui va décider? Thomas Pesquet va travailler sur le dossier de la propulsion qui nous emmènera sur Mars, ou qui dit Thomas, il vole dans 2-3 ans sur une prochaine mission Station spatiale internationale? Qui c'est qui décide? Qui c'est qui décide? Écoute, c'est plusieurs personnes, c'est mon management à l'ESA, c'est la France aussi quelque part, tu sais, tous les pays contribuent au sein de l'Agence spatiale européenne pour les vols habités. Si un pays est plus intéressé, il contribue un petit peu plus, et ça, clairement, ça lui donne un peu voix au chapitre pour dire nous, on aimerait bien que les gens de chez nous aillent dans l'espace quand même une fois de temps en temps. Tu as déjà vu Emmanuel Macron descendant au Bourget? Tu lui as déjà parlé du financement de la recherche spatiale? J'aurais peut-être dû lui glisser un petit mot en lui disant Monsieur le Président, non, j'ai pas fait ça. Moi, j'essaie de pas faire trop de politique, c'est pas mon boulot, mais il y a des gens dont c'est le boulot. Il y a des gens qui regardent ce qui est bien pour la France, notamment le président du CNES, des gens comme ça. Eux, ils regardent clairement quels sont les intérêts pour la France des projets spatiaux. Et puis si on trouve que d'envoyer un Français dans l'espace, c'est bien, c'est positif, et peut-être que j'ai une bonne chance d'y retourner. Alors j'imagine que c'est pas ta priorité, mais est-ce que c'est prévu qu'on te remette la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite, quelque chose comme ça? Ou pas du tout, tu sais pas? Non, écoute, je sais pas du tout. Pour tout avouer, j'ai une ignorance un peu totale de comment ça se passe. Je sais même pas comment ça se passerait. Il faut que quelqu'un la demande en fait, la Légion d'honneur. Quelqu'un de ton management peut-être, parce que ça serait sans doute mérité. Ouais, écoute, je sais pas. On fait encore une fois, c'est pas pour dire, mais moi je suis pas allé dans l'espace pour avoir des médailles. Et puis tu sais, on est sous les feux de la rampe quand tu vas dans l'espace, mais c'est un peu injuste parce que c'est pas comme, je sais pas, un gars qui pour moi va jusqu'au pôle Nord en solitaire, il le fait vraiment tout seul. Enfin, il a un peu une équipe, mais il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent de lui. Nous, on a une équipe beaucoup plus vaste. Il y a des milliers de personnes qui font en sorte que tout se passe bien. Moi, c'est pas la fusée, je l'ai pas construite. Le Soyuz, je l'ai pas construit. Les expériences scientifiques, je les ai pas préparées. Quelque part, j'ai juste fait ce qu'on m'a dit de faire, tu sais. Donc, il faudrait qu'on puisse donner des légions d'honneur à tous ces gens-là. Mais pourquoi pas? C'est une bonne chose. Ce sera ma dernière question. Ta famille, tout ça, quand tu es revenu, comment est-ce que ça s'est passé, sans dévoiler de secrets familiaux? Mais j'imagine qu'il s'est quand même passé quelque chose de fort. Quand on disparaît déjà de 6 mois de la vie de ses proches, c'est compliqué. Mais quand en plus on est en train de tourner autour de la Terre, ça doit être encore plus fort, non? Pour ta compagne, ta famille? Oui, c'était. Alors on a réussi avec ma compagne, on s'est appelé, enfin je l'ai appelé parce qu'on peut appeler depuis la station vers le sol, mais pas dans le sens inverse. On s'est appelé tous les jours pendant toute la mission, donc 196 fois de suite, ce qu'on ne fait pas sur la Terre, mais là je sais pas, c'était important pour moi, c'était important pour elle aussi, et plus on est loin, plus il faut essayer de resserrer les liens. On s'est appelé tous les jours, et puis voilà, elle a suivi la rentrée en direct, évidemment, c'est un peu stressant, surtout qu'à la fin, quand on passe dans le plasma, on perd la liaison radio, il n'y a plus de son, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien, et puis après on attend. On attend pendant 4 minutes parfois que la capsule réapparaisse de l'autre côté. L'atterrissage aussi, c'était un peu musclé, mais dès qu'on m'a sorti de la capsule et j'ai pu lui parler au téléphone, donc là on savait que tout se passait bien et beaucoup de soulagement. Puis ensuite on s'est retrouvés très rapidement parce que j'ai été rapatrié par un avion directement le soir même au centre des astronautes à Cologne. Voilà. Personne n'a eu peur pendant ces 6 mois dans l'espace? Ah si, tout le monde a eu peur, ma mère a eu peur. Non, si, alors une fois qu'on est dans la station spatiale, à part pour les sorties extravéhiculaires, où là on augmente un peu le facteur de risque, une fois qu'on est dans la station spatiale, c'est comme un gros bateau qui traverse l'Atlantique. C'est presque standard, j'ai envie de dire. Alors c'est quand même pas anodin, parce que tu sais, la moindre fuite, et puis parce on perdrait l'atmosphère à l'intérieur de la station, mais quand même c'est tellement encadré, et il y a tellement de gens qui travaillent encore une fois pour que ça se passe bien que le risque est moindre. Par contre, pendant le lancement et le retour, c'est vraiment là clairement qu'on prend un peu de risque, et là les gens étaient devant leur télé, tout le monde un peu tendu. Mais... Nous y compris, je ne te le cache pas. Écoute, merci. Je te le cache pas. Mais au final, ça marche toujours bien.
Allez, ça sera ma dernière question. Ton rêve d'aller sur Mars, est-ce que finalement il s'est rapproché de toi ou pas vraiment après cette mission de 6 mois dans l'espace? Si, il s'est rapproché de moi pour plein de raisons. Déjà, personnellement, parce que cette mission, tu vois, elle a bien marché. J'ai pas été malade, j'ai pas fait de grosses bêtises, j'ai pas cassé de gros trucs, donc que des petits. Donc c'est bien. En gros, les gens étaient contents et moi-même, je savais pas quoi. Tu sais, on sait pas trop comment on va performer là-haut. On peut pas vraiment se préparer. On s'entraîne beaucoup et puis on n'est jamais trop sûr. Donc là, ça s'est bien passé, donc je suis content. Voilà, maintenant, j'ai de l'expérience. Je suis allé dans l'espace pendant un certain temps quand même, hein, une mission de 6 mois, enfin 196 jours, c'est beaucoup. J'ai ça derrière moi, c'est clairement une corde à mon arc pour, si un jour l'opportunité se présente, j'aurai peut-être un peu plus de légitimité que j'en avais avant. Donc on va dire que c'est un petit pas pour moi. Un grand pas pour l'humanité. Je sais pas, mais... Ouais, vers Mars en tout cas. Bon, merci beaucoup Thomas de nous avoir accordé cet entretien. Puis bien évidemment, on te souhaite de retourner très prochainement là-haut et peut-être même un peu plus loin, vers la planète rouge. Je sais pas, c'est peut-être où elle est toi? Non, écoute, pas par cœur, pas par cœur. Voilà, merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. J'espère que cet entretien avec Thomas Pesquet vous a appris un certain nombre de choses et vous a appris aussi à connaître ce grand bonhomme qui est Thomas Pesquet. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Carnet de vol. Bon vol à toutes et à tous, puisque Thomas, lui, est rentré.